Nous sommes le 31 août 2014 et c'est la journée mondiale du blog. Ce mot qui signifie littéralement un carnet de bord sur le net. Est-il étonnant de voir apparaître une journée mondiale du blog? Pour beaucoup, phénomène de société, pour d'autres, simple fait de mode. Nous en parlerons dans ce journal. L'actualité, c'est toujours Ebola. Nous irons en Guinée, le premier pays touché par le virus. Aujourd'hui, les populations ont peur et sont en colère. Pour elles, les autorités ne gèrent pas efficacement la situation. Le Lesotho a retrouvé un calme apparent ce dimanche au lendemain d'une intervention de l'armée contre la police qualifiée de coup d'État par le Premier ministre en fuite, mais aux conséquences encore confuses pour ce petit pays enclavé dans l'Afrique du Sud. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue dans cette édition. Parlons tout d'abord du blog, cette nouvelle forme de communication. Ce journal que l'on partage avec le reste du monde, compte tenu des innovations qu'il a apportées dans le monde de la communication via Internet. Une journée a été consacrée au blog, une occasion pour chacun de nous de faire connaissance avec les blogueurs de Côte d'Ivoire. Allons-y donc à la rencontre de ces blogueurs. Les guides s'appellent Thérèse Kofi et Fatou Fofana. Le blog, une forme de communication sur Internet qui a plusieurs avantages, notamment ceux d'être facile à créer et à utiliser. Cela fait du blog un outil de plus en plus prisé par les internautes en général et par une catégorie particulière, ce sont les blogueurs. Le blog nous vient des réflexes qui étaient adoptés dans l'ancien temps par des marins qui utilisaient un journal pour détailler régulièrement toutes les activités ou tout ce qu'ils pouvaient voir de façon quotidienne quand ils partaient en mer. Avec la naissance des nouveaux médias participatifs, les blogs ont pris de l'ampleur parce que maintenant, on demandait aux citoyens lambda qui a la possibilité de donner des informations ou de donner un certain nombre de choses qu'il a vécues quotidiennement ou des sujets qu'il maîtrise, de les aborder sur une plateforme qui est Internet. C'est comme un journal intime que chaque citoyen sur lequel peut écrire, penser des sujets qui l'intéressent. On parle d'Ebola actuellement, ça peut être aussi un canal qu'on peut utiliser pour sensibiliser. Ici, ces blogueurs se sont réunis au sein d'une communauté, l'Association des blogueurs de Côte d'Ivoire. Ils ont la particularité d'avoir créé un haut village, un espace d'intelligence collective et d'innovation sociale. Chaque personne qui fréquente cet endroit se sent responsable de l'évolution de cet espace, mais il se sent aussi responsable de la formation de celui qui est en face de lui. Parce que nous restons convaincus qu'en chaque Africain, il y a du potentiel. Et de la rencontre de deux personnes jaillit un projet. C'est aussi l'endroit où on prototype des projets innovants pour donner vie à des idées d'entreprise. Je suis au village dans le cadre de mes activités avec la Fondation africaine de l'innovation, qui est basée à Zurich et qui chaque année a un prix de l'innovation qui s'appelle le Innovation Prize for Africa, qui entre autres alloue 150 000 $ à 3 innovateurs qui ont une idée vraiment intéressante, qui a un potentiel commercial et un impact social. À l'heure actuelle, le prix est ouvert jusqu'au 31 octobre 2014. Au-delà d'être un outil de communication, le blog est pour les blogueurs un moyen de participer au développement de leur pays avec de nombreuses actions pour l'éducation de la jeunesse et pour la lutte contre la cybercriminalité. Vous vous souvenez certainement, c'est en Guinée que le premier cas d'Ebola a été enregistré il y a 8 mois environ. Aujourd'hui, dans ce pays, les populations ont peur face à la fièvre hémorragique et elles sont surtout en colère face à la gestion de cette maladie par les autorités. À Conakry, les autorités tentent de rassurer après l'hospitalisation d'un Guinéen à Dakar. Cet étudiant a bien été contaminé en Guinée par son frère. C'est sa sœur, atteinte elle aussi par Ebola, qui a expliqué aux médecins qu'il venait de partir au Sénégal. Nous avons pris quelqu'un de notre bureau ici de OMS qui parle le Wolof. On a commencé toute l'investigation, on a alerté les équipes au Sénégal pour qu'ils puissent prendre les mesures. Donc je pense que ça montre vraiment le système d'alerte et contact, on travaille bien ensemble. Mais en Guinée, le système d'alerte ne fonctionne pas toujours aussi bien, loin de là. Dans la commune de Matoto, la Croix-Rouge arrive pour récupérer une dépouille, celle d'une femme qui s'est présentée dans cette clinique privée. Les médecins ont d'abord cru à une crise de paludisme jusqu'à ce que la patiente vomisse du sang. Ils ont alors alerté les agents chargés de la riposte contre Ebola. Le numéro vert que nous avons, on a appelé tout de suite les gens à les alerter pour dire « Ah, nous avons un cas en face de nous ici, est-ce que vous pouvez venir voir
pour nous aider à faire le diagnostic différentiel. Mais personne n'est venu, il n'y a pas eu d'analyse de sang. La patiente mourra le lendemain et son corps est resté à la clinique pendant 2 jours, un délai qui a déclenché la colère des gens du quartier. À mon arrivée, la foule était sur le point de détruire la clinique. Je leur ai dit non. Je leur ai dit que nous devrions plutôt chercher à savoir quelle maladie c'était et prendre les dispositions qui s'imposent. Le chef de quartier, lui aussi, dénonce des dysfonctionnements. La Croix-Rouge est incapable, que les autorités de la santé sont des incapables. Ils n'ont pas pu faire quoi que ce soit. Sollicitée, la Croix-Rouge guinéenne n'a pas voulu répondre à nos questions. Malgré l'état d'urgence sanitaire, l'épidémie ne cesse de progresser en Guinée. Bilan officiel, 409 morts. En Sierra Leone, cet autre pays touché par le virus, les autorités, elles, ont mis en place un laboratoire mobile équipé pour détecter les personnes infectées. Reportage. Avec déjà plus de 430 morts, la Sierra Leone se bat pour enrayer l'épidémie au virus Ebola. Un laboratoire pour tester les patients plus rapidement vient d'être installé non loin de la capitale. Jusqu'à présent, il fallait envoyer les prélèvements sanguins dans des centres spécialisés à l'étranger et les réponses arrivaient au bout d'une semaine. Désormais, les tests peuvent être établis sur place en quelques heures. Nous avons les résultats des tests au bout de 3 à 5 heures. Le diagnostic est plus rapide et bien sûr, cela aide les médecins sur le terrain. Les épidémiologistes peuvent mieux suivre la propagation du virus et mieux contrôler cette crise sanitaire. Une semaine après son inauguration, le laboratoire de Freetown reçoit de 20 à 30 échantillons sanguins chaque jour. Des tests plus nombreux et plus rapides qui vont permettre d'être plus réactifs dans la lutte contre la propagation de l'épidémie, car de l'avis des experts, il n'y a plus une minute à perdre. Il est encore temps d'éviter une catastrophe en Sierra Leone, à la condition que des actions urgentes soient prises à tous les niveaux. Créer des centres de soins, sécuriser les enterrements, assurer la protection des travailleurs de la santé et communiquer plus clairement. Financé par l'OMS, ce nouveau laboratoire de test est conçu pour assurer une protection maximale, ce qui devrait rassurer le personnel de santé qui a déjà payé un lourd tribut à l'épidémie dans ce pays. Et jusqu'ici, aucun cas d'Ebola n'a été déclaré en Côte d'Ivoire et certainement, si toutes les mesures de prévention sont respectées par tous, la maladie à virus ne passera pas nos frontières. Aujourd'hui, 31 août, c'est aussi la 12e journée africaine de médecine traditionnelle. Elle est célébrée ce dimanche dans tous les États membres de l'Organisation mondiale de la santé. En Côte d'Ivoire, on se souvient encore quand, en août 2013, le ministère de la Santé autorisait l'ouverture au CHU de Trècheville d'une unité de médecine traditionnelle. Un an après, quel est le bilan? Élément de réponse avec Léon Bro. CHU de Trècheville, centre d'argilothérapie. Aliko y est arrivé il y a 5 mois, partiellement paralysé à la suite d'un accident vasculaire cérébral. Il est en passe de recouvrer l'usage de ses membres. J'arrive à me déplacer quand même. Il y a des moments où je m'oublie, j'ai l'impression que ça va. J'espère que ça va aller. Voici le praticien qui suit Aliko, Aboutou Koufidi, soigné à base de plantes, avec pour remède principal l'argile. En un an d'activité dans ce cabinet, il ne peut évaluer le taux de guérison de ses malades. Il note toutefois avoir traité plus de 17 000 patients. Beaucoup de malades ont été déclarés guéris par les médecins. Nous, on ne déclare personne guéri. Quand quelqu'un qui avait un cancer, par exemple, le médecin dit qu'il est en rémission, qu'il va lui donner 6 mois pour voir si la maladie va revenir. Pour nous, la personne est guérie. Nous sommes passés d'un patient à 120 patients par jour en termes de santé publique. C'est une réalité que la médecine traditionnelle est utilisée en Côte d'Ivoire. Le bilan pour moi est positif. Possible de recouvrer la santé au centre d'argilothérapie, mais une guérison non sans difficulté. Le coin est tellement exigu que nous passons 6 heures de temps. Aujourd'hui, par exemple, je suis arrivé ici à 7 heures, mais il est presque midi, je n'ai pas encore été reçu. Alors, on souhaiterait que M. Aboutou trouve un cabinet plus grand
Élargir le centre d'argilothérapie pour l'épanouissement des praticiens et patients, le ministère de la Santé en a fait sienne la préoccupation. Il envisage même l'installation de centres d'argilothérapie dans les autres établissements sanitaires de référence du pays. En attendant la concrétisation de cette volonté, Aboutou Kofi et ses 120 malades se bousculent au quotidien dans ce cabinet de 30 mètres carrés au CHU de Trècheville. La page politique de ce journal à présent. Le Trieux, le train ivoirien de l'émergence, a fait escale à Daloa. Les coordonnateurs du Haut-Sassandra et du Bas-Sassandra ont été installés hier samedi. Leur mission, mobiliser les militants du RHDP pour un nouveau consensus électoral autour du président Alassane Ouattara en 2015. La cérémonie a été présidée par le ministre d'État Ahmed Bakayoko. Le compte-rendu de Sidonie Davila. Amir Norbert et Kofi Sévérin ont été investis coordonnateurs du Haut-Sassandra et du Bas-Sassandra du train ivoirien de l'émergence Trieux. Visant à mobiliser toutes les forces et toutes les sensibilités, le Trieux entend créer un consensus national autour de l'émergence en 2020 avec le président Alassane Ouattara. Il s'agit de faire en sorte que toutes les forces vives de la Côte d'Ivoire, en commençant par le FPI et tous les autres, que nous puissions nous entendre sur un minimum. De Boaké, en passant par Yamsokro, le Trieux a marqué un arrêt dans la cité des Antilopes. Invités à bord, plus de 3000 rois et chefs coutumiers, ainsi que les élus et cadres du Haut-Sassandra. Tous venus apporter leur soutien total et sans faille aux actions de développement du président de la République. Le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, président d'honneur du Trieux, après avoir félicité cette initiative, a exhorté les garants de la tradition à prôner la paix et la cohésion. Mobilisons-nous, faisons un consensus autour du président Ouattara et du président Bédié. En 3 années de paix, tout le monde entier est impressionné. Tous les présidents, tous les rois, les souverains de la Côte d'Ivoire, et puis vous disent bravo. La paix qu'on a retrouvée là, il ne faut plus jamais qu'on s'amuse avec ça. Le prochain arrêt du train ivoirien de l'émergence, Trieux, la région de la Maraoui. On reste avec Sidonie Davila pour parler cette fois de la tournée effectuée par Amadou Soumaoro dans le Ourodougou pour mobiliser les militants RDR. Le secrétaire général par intérim du Rassemblement des Républicains a pu rencontrer les responsables des structures de base du parti. Ils ont échangé sur les élections des secrétaires départementaux annoncés pour le 6 septembre prochain. La communion totale, c'est l'union autour du secrétaire général du Rassemblement des Républicains et autour du président de la République. Le message est passé 5 sur 5. C'est un secrétaire général qui est en parfaite harmonie avec sa population. Je voudrais que toute la Côte d'Ivoire sache que Séguéla mettra tout en œuvre pour que le deuxième mandat du chef de l'État puisse se faire. Nous qui sommes des élus, nous qui sommes des hommes politiques, on doit avoir le contact avec la population toujours. C'est ça qui est le plus important. On ne doit pas gouverner à partir d'Abidjan. Cette visite est une visite opportune. Et nous sommes venus constater que la région de Ourodougou est un des bastions forts du RDR. La visite du ministre Amadou Soumaoro, secrétaire général par intérim du RDR, le Rassemblement des Républicains, aura laissé un bon souvenir aux populations du Ourodougou, mais surtout beaucoup d'espoir quant à ce deuxième mandat sollicité par le président de la République, Alassane Ouattara. À la faveur de cette tournée de mobilisation, le secrétaire général du RDR a rencontré les responsables des différentes structures de base du parti. Avec eux, il a été question d'élection des secrétaires départementaux. Prévu pour se dérouler le 6 septembre prochain, le premier responsable du parti, Amadou Soumaoro, a souhaité que ces élections se déroulent dans un esprit de démocratie. En attendant le 6 septembre prochain, les différents candidats se préparent activement à investir le terrain. La réélection du président Alassane Ouattara, c'est également l'objectif du collectif des femmes Ouai de Côte d'Ivoire et de la diaspora. Ces femmes l'ont encore crié haut et fort au cours d'une cérémonie à Yopougon. C'était en présence d'Anne-Désirée Ouloto, la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant et des leaders du MONASCO, le mouvement national de soutien à la candidature unique d'Alassane Ouattara au sein du RHDP. Salimatou Dia, Victorine Yaoyoboué.
Prendre une part active à la campagne électorale du président Alassane Ouattara en 2015 pour sa réélection dès le premier tour, c'est l'objectif tout affiché du collectif des femmes Oué de Côte d'Ivoire et de la diaspora. Ces femmes l'ont fait savoir au cours de la rencontre avec le MONASCO, le mouvement national de soutien à la candidature unique. Au moment où la réconciliation est une réalité dans notre pays et particulièrement à l'Ouest, permettant ainsi aux Ivoiriens en général et surtout au peuple ouest de se parler à nouveau grâce à la politique de sagesse du président de la République. Les femmes ouest de Côte d'Ivoire et la diaspora ne pouvaient pas rester en marge d'une telle dynamique qui place résolument la Côte d'Ivoire sur le chemin de l'émergence. Les femmes ouest sont fières de lui et prennent l'engagement de le soutenir massivement aux prochaines élections. Pour le président du MONASCO, les femmes doivent se mettre ensemble pour accompagner le président dans sa politique de développement en faveur des femmes. La Côte d'Ivoire avance. Aujourd'hui, tout a changé positivement. La Côte d'Ivoire était dans le coma, est debout, est en train de marcher. Et il faut que la Côte d'Ivoire court. Quand on demande un deuxième mandat pour que la Côte d'Ivoire court, ça va dépasser tout le monde. Cette cérémonie a été une occasion pour ces femmes de faire quelques doléances au chef de l'État, notamment l'obtention d'équipements agricoles. Voilà pour le chapitre politique de ce journal. L'OPECI, l'organisation des parents d'élèves et d'étudiants de Côte d'Ivoire, était récemment face à la presse pour dresser le bilan de l'année scolaire 2013-2014 et les perspectives pour la prochaine rentrée académique. Les parents d'élèves en ont profité pour inviter les autorités de tutelle et surtout les parents eux-mêmes à impliquer désormais les psychologues dans la formation des apprenants. Godefroy Okambawa et Serge Gongoma. Bilan positif au titre de l'année scolaire et académique 2013-2014 selon le président de l'Organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, OPECSI. L'organisation se félicite du taux de réussite enregistré cette année. 79,13% au CPE contre 67% l'année dernière, 57% au BEPC contre 40% et 36% au baccalauréat contre 33% l'année dernière. À tout cela s'ajoutent les grandes décisions prises par la tutelle afin d'assainir le système éducatif ivoirien. Des mesures qui visent à rendre ce système plus dynamique. Nous, en tant que parents d'élèves, nous ne pouvons qu'apprécier cela. Nous apprécions cela, mais cela n'évite pas que les problèmes demeurent. Entre autres, les subventions allouées aux fondateurs, les réclamations des enseignants du secondaire, et tout cela constitue toujours des problèmes à régler. Au thème de cette rencontre, plusieurs recommandations ont été faites, notamment l'implication des parents d'élèves et des psychologues dans le suivi des élèves. Une démarche pour favoriser la socialisation et le développement psychologique de l'enfant. Et puis, parlons toujours d'éducation. Rendons-nous au village de Soukourou-Dougou, dans la commune de Boniéré-Dougou, qui vient d'avoir son premier établissement scolaire, une école réalisée par un cadre de la localité. Reportage RTI Boaké. La prochaine rentrée scolaire s'annonce sous de bons auspices pour les élèves de Soukourou-Dougou, village situé dans la commune de Boniéré-Dougou. Abandon des classes. Difficultés pour se rendre à l'école à cause de la trop longue distance sont désormais révolues. Le village vient de bénéficier d'un bâtiment de 3 classes. La réalisation de cette infrastructure scolaire est à l'actif du docteur Ouattara Antoine Sonkalo, cadre de Boniéré-Dougou. Les populations de Soukourou-Dougou ont tenu à rendre hommage à leurs bienfaiteurs. Il y a quelques années, c'était vraiment difficile même de trouver 10 élèves, mais c'est à cause de la distance pour aller à Boniéré-Dougou, qui était à 3 km. Aujourd'hui, nous avons une classe qui s'est remplie à près de 50 élèves. C'est vraiment un soulagement pour la population. Pour le donateur, la réalisation de ce bâtiment de 3 classes à Soukourou-Dougou répond à l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire de rapprocher l'école des apprenants. On a suivi scrupuleusement les indications du président de la République qui, dans son programme de société, a dit l'école de proximité et que plus un enfant qui doit parcourir plus d'1,5 km avant de trouver une école. Voilà, donc nous en avons fait une priorité numéro 1 dans notre programme lorsque nous avons géré la mairie. Un enfant aujourd'hui qui est éduqué, c'est toute une nation qui est éduquée demain. Les autorités politiques, administratives et coutumières de la localité ont salué la construction d'une école à Soukourou-Dougou et ont émis le vœu de voir en sortir des futurs cadres du pays.
La région de l'Agnébitiassa au sud de la Côte d'Ivoire et la municipalité de Congo Nord du pays envisagent de se développer en regardant dans la même direction. Les autorités de ces deux localités ont décidé de partager leurs expériences à travers des visites de travail et d'amitié. Mbolo Nando Martin, président du conseil régional de l'Agnébitiassa, aux côtés du maire de Congo, le ministre Téné Birahima Ouattara, lors de la deuxième session du conseil municipal de la cité historique. L'élu régional, invité spécial de la municipalité de Congo, a pu suivre les efforts fournis par cette mairie pour garantir le bien-être des populations locales. Le maire et son équipe envisagent pour le plan triennal 2015-2017 la construction de toilettes publiques et de magasins au marché, la construction d'un abattoir municipal et la mise en service d'un cimetière municipal. Prenant la parole, l'invité spécial Mbolo Nando Martin, président du conseil régional de l'Agnébitiassa, se dit s'inscrire dans la volonté du président de la République, Alassane Ouattara, de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Le développement, c'est le bien-être de nos parents, de nos populations, et nous savons que le président de la République est résolument s'inscrit dans cette logique. Nous allons donc l'accompagner pour qu'il fasse que nos parents arrivent désormais à améliorer leur quotidien et connaissent désormais le bonheur, c'est-à-dire le développement dont ils ont besoin. Nous sommes avec lui, nous le soutenons. Un message partagé par les participants à cette deuxième session du conseil municipal de Congo. J'ai vu le développement de Congo à travers l'intervention de tout un chacun, surtout le président du conseil régional, Dagnébi, qui a été invité. C'est assez significatif. À la rentrée scolaire 2014-2015, le conseil municipal de Congo va procéder à l'inauguration de l'Institut de formation et d'éducation féminine IFEF de sa localité. Une réalisation sur fonds propres de la mairie. Un mot de religion dans ce journal. L'abbé Lago Maxime, premier prêtre du village de Tiragué, dans le département de Daloa, a dit sa première messe d'action de grâce. Cette messe a été présidée par Monseigneur Alexis Yulo Touabli, évêque du diocèse d'Agboville. Serge Koléa, notre envoyé spécial à Daloa. Tiragué a attendu longtemps pour avoir enfin cette messe d'action de grâce dite par son premier prêtre. Ce moment de communion avec Dieu revêt un caractère spécial pour les filles, fils du village et cadres de la région. Ils ont fait le déplacement nombreux. Comme quoi, Tiragué, village culturel, fief des Iglibiti et terre de feu Ernesto Guégué, veut se donner également une identité religieuse. Après 5 années de sacerdoce, l'abbé Lago Maxime se dit heureux d'être prêtre. Et pour réussir sa mission, le prêtre doit pouvoir communiquer d'abord aux siens sa ferveur religieuse. Pour tous ces fidèles venus écouter son message, il a fait des bénédictions avant de les inviter à se tourner résolument vers Dieu. Chrétiens, comme on est prêtres, nous sommes là pour effectivement donner Dieu aux hommes. Mais comment le faire ? La première messe de l'abbé Maxime Lago s'est déroulée sous le regard paternel de l'évêque du diocèse d'Agboville, Monseigneur Alexis Yulo Touabli. Le président de la conférence épiscopale se félicite de l'engagement de Tiragué à faire l'œuvre de Dieu à travers ce fils qui met sa vie au service de l'évangile. À son filleul, il a souhaité toutes les grâces de Dieu dans l'exercice de sa mission. Tiragué a dit toute sa fierté à l'abbé des cadres de la région, invité de cette messe d'action de grâce, notamment Maître Koussou-Grosseri Émile, ex-maire de Daloa, et bien d'autres cadres ont adressé leurs félicitations et encouragements au père Maxime Lago. Les villageois ont célébré le prêtre par des pas des Iglibiti, ce rythme qui a fait connaître Tiragué au-delà des frontières ivoiriennes. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. C'est le thème retenu cette année pour les Journées nationales de la jeunesse catholique. Des journées organisées par la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Ce sont donc plus de 1500 jeunes venus des quatre provinces ecclésiastiques du pays, accompagnés de leurs aumôniers qui ont effectué le déplacement à Agboville. Koné Pargasoro, à Boussanogo. Le diocèse d'Agboville a abrité cette année la 4e édition des Journées nationales de la jeunesse catholique. Elles ont débuté par une messe au lycée moderne 1 et 2 d'Agboville autour du thème « Heureux les pauvres en esprit »,
car le royaume des cieux est à eux. Nous avons voulu, n'est-ce pas, initier les jeunes au dépouillement, à l'esprit du dépouillement, à l'esprit de détachement par rapport au bien de ce monde. Occasion pour les évêques d'évangéliser et de sensibiliser les jeunes à l'humilité, au pardon et à la réconciliation. Les évêques ont mis vraiment l'accent sur la jeunesse pour que la jeunesse prenne conscience du rôle qu'ils ont à jouer dans le processus de réconciliation que notre pays a déjà entamé. La Côte d'Ivoire est en travail, c'est la difficulté d'accouchement. Bientôt, l'enfant, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire nouvelle, va naître. Et ce sera un enfant très beau. C'est pourquoi je dis toujours que ce petit pays étonnera les nations. Pour la jeunesse catholique, cette cérémonie arrive à point nommé. Dans notre paroisse, dans nos lieux de travail, dans nos bureaux, entre nos camarades, nous devons annoncer le Christ. Parce que le Christ est vivant et il est toujours vivant au milieu de nous. Je profite en tout cas pour envoyer tous mes frères qui n'ont pas pu être là de venir, car ça fait vivre et puis ça donne beaucoup de conseils et ça permet aux jeunes d'être dans la vie active. Au cours des différentes messes célébrées par Monseigneur Alexis Toali Yulo, évêque du diocèse d'Agboville et président de la conférence des évêques de Côte d'Ivoire, les chrétiens catholiques ont été invités à prendre des engagements et des résolutions en vue de demeurer dans la lumière du monde à l'image de Jésus-Christ. Dans l'actualité africaine, intéressons-nous à la politique au Lesotho, à l'AMISOM en Somalie et à l'affaire des bébés volés au Niger. Reportage. Confusion au Lesotho, ce petit royaume enclavé dans l'Afrique du Sud traverse depuis 24 heures une grave crise qui oppose le Premier ministre et le chef des armées. La capitale a été réveillée samedi par des tirs. L'armée a investi plusieurs points stratégiques de la capitale, confisquant armes et véhicules appartenant à la police. L'armée, qui a regagné ses quartiers dans la mi-journée, nie toute volonté de prendre le pouvoir, mais le Premier ministre Thomas Taban a dénoncé un coup d'État militaire. Il s'est réfugié en Afrique du Sud. L'armée somalienne et les forces de l'Union africaine ont repris la localité de Bulomareur, bastion des combattants Chebab dans le sud du pays. Cette nouvelle offensive vise à récupérer les points d'accostage des insurgés qui se déplacent souvent par bateau. Le prochain objectif est de reprendre le port stratégique de Baraoué, d'où les Chebab exportent du charbon de bois vers les pays du Golfe. 4 combattants Chebab ont été tués dimanche à Mogadiscio. Ils venaient d'attaquer une prison et le siège des services de renseignement. Le président du Parlement nigérien qui a fui il y a quelques jours au Burkina Faso se serait depuis réfugié en Belgique. Hama Amadou avait été mis en cause dans un trafic présumé de bébés en provenance du Nigeria. 17 personnes, dont le ministre de l'Agriculture, ont été inculpées fin juin à Niamey pour avoir fait de fausses déclarations de maternité. Devenu le principal opposant au président Issoufou, Hama Amadou soupçonne un règlement de compte politique. Il affirme avoir quitté le pays parce qu'il se sentait menacé. Faisons à présent un tour bref dans le monde. C'est donc l'actualité planétaire. C'est en bref et en images. Les casques bleus philippins pris dans des combats sur le plateau du Golan entre la zone tampon qui sépare le Golan occupé par Israël de la Syrie ont été évacués samedi. Des soldats de l'UNDOF ont participé à l'opération évacuation. Le front Al-Nosra, branche syrienne d'Al-Qaïda, a revendiqué la capture de 44 casques bleus fidjiens retenus depuis 4 jours sur le plateau du Golan. L'armée israélienne a bouclé la zone et renforcé ses troupes. Benjamin Netanyahou n'a accepté le cessez-le-feu à Gaza que pour mieux se préparer à faire face à d'autres menaces régionales. L'armée américaine a ravitaillé samedi à Merli la ville chiite turcomane à 160 km au nord de Bagdad, ville assiégée par les djihadistes. Les aviations françaises, britanniques et australiennes ont également largué des denrées indispensables. Grâce à ce soutien, l'armée irakienne a repris la ville d'Amerli. Des largages parallèles à des frappes coordonnées à proximité contre les positions des djihadistes, l'opération vise à soutenir les troupes kurdes et irakiennes et à protéger les infrastructures cruciales. L'Union européenne a donné une semaine à la Russie pour changer de cap en Ukraine sous peine de nouvelles sanctions. Des sanctions économiques qui toucheront les secteurs de la finance et de l'énergie. Désigné samedi, le Polonais Donald Tusk au poste de président du Conseil européen et l'Italienne Federica Mogherini comme chef de la diplomatie auront 3 vastes défis à affronter. La stagnation de l'économie européenne, la crise russo-ukrainienne et la place de la Grande-Bretagne au sein de l'Union.
Sous la pression des eurosceptiques dans son pays, le Premier ministre britannique a promis, s'il est réélu, un référendum d'ici 2017 sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à demain 23h. Très bonne soirée sur la chaîne qui rassemble.